Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous avec une voix en bois. Voilà, vous l'aurez deviné, c'est la fête, c'est clairement la fiesta. Une voix en bois aujourd'hui, les cordes vocales qu'on dit, allez, ça y est, on se tire en week-end, mais j'avais annoncé sur les réseaux ce matin que il n'y allait pas avoir de taux. Enfin, c'est insupportable, je veux dire. Même Agnès Pannier-Runacher à côté, c'est mélodieux. Mais j'ai craqué. Ah, j'ai craqué. J'ai craqué. On était sur un grand chelem. On l'a fait toute la semaine. On va se retrouver quand même aujourd'hui. Alors, sur un format un peu particulier. C'est-à-dire que je vais pas beaucoup ouvrir ma gueule aujourd'hui. Parce qu'on va regarder le documentaire. Vous vous en doutez, le documentaire complément d'enquête sur Pfizer. On va le regarder ensemble. Ensemble. Voilà. C'est vraiment le but du jeu. On va le regarder ensemble pour commenter, voir un petit peu ce qui s'est dit. Je vais essayer d'intervenir, mais pas trop, parce que même moi, je me saoule tout seul. Je risque de sucer un max en plein direct. Je suis muni de Strepsil, donc je vais m'envoyer des pastilles à tire-larigot pendant qu'on va regarder cette émission. Alors, c'est zinzin. C'est zinzin parce que c'est vrai que on a totalement... le compte de complément d'enquête sur Twitter, vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc je résume, complément d'enquête qui continue à un moment, chapeau bas, ils font leur boulot. Ils ont parlé de Pfizer. Alors là la tuile, quelle mauvaise idée. Et là on comprend pas. Là on comprend pas. Regardez sur Twitter, je vous le montre, leur compte apparemment. On n'a plus de nouvelles. Ouais. Tu tapes complément d'enquête. Voilà. Apparemment, le truc n'existe plus. Ça a été supprimé. Alors, sûrement le hasard. Hein. Voilà.
loin de moi l'idée de penser quoi que ce soit. Attention. Voilà, loin de moi l'idée, je pense que c'est le hasard, hein, à mon avis. Ouais, non, c'est la météo, la sécheresse, sûrement. Donc voilà, il n'y a pas de lien avec le documentaire Pfizer, je tiens à le dire. Si jamais Rudi Reichstadt passe dans le secteur, on est bien. On est bien. Merci à Barbatruc 3 qui vient de subprime, 10e mois. Voilà. Je parle doucement aujourd'hui, hein. On va se la faire en ASMR. Ah. El Gigantesco Chibro également, qui vient de sub. C'est le 3e, enfin, c'est avec 3 mois d'avance. Ça, c'est fort. Merci à toi. Un nouveau en plus, hein. Un nouveau, puis avec un pseudo comme ça, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, les amis, on va se regarder le documentaire ensemble. Aujourd'hui, c'est détente. C'est le Twitch détente, sans déconner. On va regarder une vidéo, on va écouter ça. On va voir un petit peu ce qui se dit. J'ai trouvé le lien J'ai trouvé le lien. On va regarder le complément d'enquête sur Pfizer, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui est révélé, la nature de ces révélations. Est-ce qu'on va voir une fois de plus, hein, le truc classique du complot devenu réalité? Tu sais, il y a 3 ans, si tu disais ça, tu étais la dernière des ordures. Là, maintenant, comme c'est France 2, c'est le tampon officiel. Alors, j'ai même vu, hein, regardez, j'ai vu, on a retweeté ça, une dame, alors, je sais pas qui c'est, puis je m'en branle, mais Géraldine Vosner, elle est journaliste au Point, donc là c'est officiel. Et elle a dit, vous vous demandez parfois pourquoi le complotisme progresse en France, comme la défiance envers les vaccins. Et elle partage un extrait du truc. En fait. Donc le service public devient complotiste. Donc là c'est chaud, hein. Là à partir de là c'est chaud. Donc on va regarder, hein, ce documentaire, voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce qu'on disait jusqu'à présent, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a de nouvelles révélations sur le passif de Pfizer, sur le Covid-19? On est parti pour 1h12, 1h12 de show, 1 heure de plaisir. Je n'hésiterai pas à intervenir, bien sûr. Là, on est dans les règles, hein, dans le pur style de Twitch, où on regarde des vidéos ensemble. Aujourd'hui, je vais fermer ma gueule, de gré ou de force, parce que vous l'entendez, c'est pas du Hélène Ségara en termes de vocalise. Merci à Fredo Diabolo, qui vient de subprime, 8e mois, et Véro Galou, 7e mois, ça c'est bien joué. Bonne vidéo, et puis on intervient à tout moment. Ça, voilà. Je vais sucer en attendant du Strepsil, et puis on se tient au courant. C'est une multinationale sur laquelle on raconte tout, et parfois n'importe quoi. On nous propose un vaccin de merde qui est bidouillé, que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer. C'est quand même un signe. Contrairement à ce qu'a répété Jean-Marie Bigard, le PDG... Alors, première intervention, c'est-à-dire que c'est un gage de qualité que de commencer un documentaire avec une citation de Jean-Marie Bigard. Déjà, on est sur... c'est de l'altitude, déjà, hein. Tu commences ta disserte de philo avec un refrain de Maître Gims, tu sens qu'on est bien. Donc déjà, ça démarre fort. Le PDG de Pfizer est bel et bien vacciné. Pour autant, toutes les critiques qui circulent sur le plus grand labo du monde sont-elles toujours des fake news? On fait le tri tout de suite dans Complément d'enquête. Bonsoir, du célèbre Viagra jusqu'au vaccin anti-Covid, Pfizer s'est trouvé les formules à succès. Un savoir-faire parfois occulté par des méthodes offensives de lobbying. Vous allez découvrir ce soir comment certains dirigeants européens ont repris des éléments de langage fournis clés en main par le labo, quand d'autres ont carrément échangé secrètement par texto avec le grand patron au moment de signer un contrat à 35 milliards d'euros. Bonjour Madame von der Leyen. Excusez-moi, pour la télé française complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Voilà. Optimisation fiscale, accusation d'essais cliniques sauvages ou de pots de vin, on va vous révéler de nombreux documents confidentiels. Un ancien cadre de Pfizer devenu lanceur d'alerte et qui a fait condamner la firme à plus de 2 milliards de dollars d'amende il y a 14 ans, a même accepté une interview pour la première fois. C'est comme ça que vous avez vendu hors autorisation? Absolument. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient.
Et pour parler santé publique et intérêt privé, on s'est installé à l'Académie des sciences où on recevra tout à l'heure celui que l'on surnomme le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer. Ce sera juste après l'enquête de Lilia Melconian, Benjamin Poulain. Ouais, j'aimerais faire quand même un petit arrêt sur la tenue du présentateur. On rappellera jamais assez le succès qui est pantalon rapin sans ceinture. C'est quand même un must-have, comme on dit dans le milieu du dressing. Voilà, on s'en branle, mais je voulais faire une petite parenthèse vestimentaire. Ça mange pas de pain. Et Karim Annette. C'est un moment très attendu au Parlement européen. Les patrons des Big Pharma qui ont vendu des vaccins anti-Covid à l'Union européenne sont convoqués par les élus. Ce jour-là, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, devait être auditionné. Cet eurodéputé Renaissance attend des réponses à ces questions. Le vaccin protéine recombinante, qui forcément est moins cher, il est combien moins cher? Je trouve ça intéressant. Et alors, eux, ils sont localisés où? Pour cette médecin oncologue réputée, l'enjeu est de taille. Les productions sont bien sur le sol européen. Il y a des questions importantes qui doivent être abordées aujourd'hui face à Pfizer. Oui, il y a des questions importantes. Il y a des questions de transparence dans l'élaboration des contrats. Comment sont négociés les prix, en fonction de quels critères, comment est-ce que les augmentations de prix sont discutées et sont justifiées. Elle ne pourra finalement pas les poser au PDG de Pfizer. Bonjour, bonjour, bonjour. Il a annulé sa venue quelques jours avant. Donc, ce qui est quand même l'équivalent d'un... je suis désolé, je vais obligé d'être vulgaire, mais là, faut qualifier le comportement de Monsieur Bourla, qui est d'ailleurs le nom de famille du personnage dans le bouquin de Bruno Le Maire, Bourla, par rapport à cette séquence que vous avez vu passer. Le mec, on est quand même sur une dynamique de allez bien baiser vos grands morts. Je suis désolé, parce que c'est vulgaire, c'est des gros mots, faut pas dire les gros mots, mais là, c'est quand même ça. Le mec est convoqué par l'Union européenne, donc je veux dire, c'est pas le conseil de classe de ton collège dans l'Aveyron, tu vois, c'est bon. Ça, tu à la limite, tu t'en fous, de toute façon, toi, tu veux devenir mécano, t'as pas besoin d'être prix Nobel, tu vois. Et là, quand même, quand t'as l'Union européenne qui te convoque, c'est officiel. T'as quand même une signature qui est au stylo, qui est faite à la main en dessous. Et non. Le motif évoqué, j'ai des sources, c'est l'info avant tout. Il avait dit j'ai poney. Voilà. Après, je sais pas si c'est vrai, j'attends la confirmation de Conspiracy Watch, mais on est dans une forme de respect. Mais t'es où? Pas là, comme dirait Vianney. À sa place, face aux parlementaires, il a envoyé Janine Small, présidente des marchés internationaux de Pfizer. Elle est accompagnée par l'une des lobbyistes les plus influentes de la firme pharmaceutique à Bruxelles. Attention, il y a un micro. Oui, j'ai vu. Ok, chers collègues. On a beaucoup de boulot aujourd'hui, des auditions très intéressantes. Très vite, les parlementaires, quel que soit leur bord politique, ne cachent pas leur agacement. Nous aurions nous aussi évidemment apprécié que ce soit M. Bourla qui réponde pour Pfizer. L'Union européenne, c'est le plus gros marché de Pfizer avec 2,4 milliards de doses pour minimum 36 milliards d'euros et il n'a pas 10 minutes à nous consacrer. Moi, je m'associe à tous mes collègues qui ne comprennent pas pourquoi M. Bourla n'est pas là. Le fait que M. Bourla, le PDG de Pfizer, ait eu l'audace de refuser d'apparaître devant ce comité montre le mépris qu'il a pour les contribuables dont il a pris l'argent au passage. Pendant près de 2 heures, les eurodéputés demandent des comptes. Pourquoi le prix est passé de 15,50 € la dose à 19,50 € d'un contrat à l'autre? À mon avis, c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est con qu'elle n'ait pas pensé à cet argument-là. Pourquoi le vaccin était plus cher que le prix normal, ce qu'ont acheté l'Union européenne? À mon avis, c'était la guerre en Ukraine. Ouais. Quand exactement allez-vous publier l'intégralité des contrats qui ont été signés entre Pfizer et l'Union européenne?
Nous avons fourni des copies du contrat version masquée pour que vous, membres du Parlement, puissiez les regarder. Mais vous devez comprendre que les versions masquées du contrat le sont parce qu'il s'agit d'informations commercialement sensibles. Un manque de transparence qui exaspère les élus. Répondez aux questions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Madame Small, je vous demande aussi d'aborder toutes ces questions. Même si vous n'avez pas les réponses, dites que vous ne les avez pas. Parce que c'est important que vous répondiez. Nous ne pouvons pas parler des prix. Les prix sont confidentiels. Je sais que vous êtes frustrés, je le vois sur vos visages, mais les prix sont confidentiels. Nous avions nous aussi des questions à poser. C'est important pour vous de venir parler aux parlementaires? Absolument, à chaque fois, j'attends la prochaine invitation avec hâte. J'ai quand même l'impression que le mot d'ordre est passé côté Pfizer de se foutre de la gueule du monde. L'autre qui dit ouais, j'ai hâte de répondre aux questions. Ça fait 1h30 qu'elle fait un ni oui ni non. Je pense qu'ils se foutent de notre gueule, à mon avis. Étiez-vous surprise par le ton de certaines questions posées? Pas vraiment. Pardon, je dois retrouver mes collègues. Merci. Mais ils étaient très pressés de quitter la salle. Alors en janvier dernier, après le refus de toutes nos demandes officielles de tournage, nous avons tenté notre chance au Forum de Davos, en Suisse. Chefs d'État et grands patrons s'y retrouvent tous les ans pour parler économie. Cette invitation-là, le PDG de Pfizer ne l'a pas déclinée. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'être là avec des premiers ministres aussi emblématiques et le ministre des Finances. Mais à la fin de la conférence, lui non plus n'est pas très bavard. Bonjour. Monsieur Bourlabou, pourquoi vous refusez d'aller expliquer personnellement au Parlement européen les détails du contrat du vaccin? Circuler, il n'y a rien à voir. Il était pourtant démonstratif dans ce documentaire promotionnel financé par Pfizer, mettant en scène l'épopée du vaccin. On notera quand même, documentaire financé par Pfizer, et vous avez vu la source, Image National Geographic. Donc un documentaire apparemment financé par Pfizer et qui passe sur National Geographic. Voilà, ça c'est bien. On l'a fait! On a un vaccin qui marche! Ce jour-là, il découvre les résultats des essais cliniques. On est à plus de 90% d'efficacité. Oh mon Dieu! Je souhaitais le succès de tous, mais j'étais très heureux qu'on soit les premiers. Comment le géant Pfizer s'est-il hissé à la première place du classement mondial des laboratoires avec un chiffre d'affaires record? 100 milliards de dollars l'année dernière. Jamais un médicament n'a été aussi profitable et surtout aussi vite. Grâce à ce vaccin, ils ont acquis un pouvoir extrêmement important. Et on raconte qu'au G20, le président de Pfizer a été reçu comme un chef d'État. À l'origine, l'entreprise est familiale. Fondée par deux cousins allemands arrivés à New York au 19e siècle, l'un est chimiste, Charles Pfizer, l'autre, confiseur. Ils mettent au point un médicament, un bonbon aux propriétés vermifuges. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pfizer réussit sa première prouesse, produire en masse de la pénicilline pour les soldats blessés. La firme pharmaceutique se vante de sauver le monde, comme aujourd'hui avec le vaccin anti-Covid. Mais comment agit-elle en coulisses? Le laboratoire a été décrié pour ses méthodes parfois controversées. C'était un essai clinique, pas un traitement. C'était un essai clinique, pour un traitement. Ils étaient tellement animés par un seul objectif qu'ils ne se sont pas arrêtés un instant pour se dire qu'ils avaient en face d'eux des êtres humains. Accusation de méthode de vente agressive. Chez Pfizer, ils mettaient le profit avant la sécurité des patients.
Sanctions records. Pfizer est une entreprise récidiviste, car c'est très rentable pour elle d'enfreindre la loi. Nous nous sommes procuré le premier contrat de vente de vaccins signé entre l'Europe et Pfizer, le fruit de longues négociations secrètes menées au plus haut sommet. En cas d'effet secondaire, il exonère en partie le laboratoire. Bonjour Madame von der Leyen. Pour complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Ouais. Le non merci est bien. Alors autant pour là, c'est plus la méthode forte, hein, quand il dit à l'Union européenne, vous m'avez convoqué, mais je prépare une paille là pour 12 personnes, donc je peux pas. Le non merci de von der Leyen, c'est génial. C'était peut-être au cœur du plus gros scandale de corruption politique à ce jour, on va dire au 21e siècle, tu vois. Pourtant la concurrence est rude. Et elle a la politesse de la bourgeoise du 16e. Non, merci, non. Je vais continuer à vous démonter, mais tranquille, tu vois. Voilà, c'est avec déférence. Enquête sur le labo qui alimente tous les fantasmes. Ah, trop bien, ça c'est ma ville préférée, c'est la ville de Sandwich. Ouais, ça existe vraiment, ouais. Si. C'est entre Panini et Wrap. Grand public a découvert Pfizer dans les années 90, grâce à une pilule miracle qui a fait sa fortune, créée ici, à Sandwich, au Royaume-Uni. C'est un effet secondaire inattendu qui est à l'origine de cette success story. Bonjour, vous pouvez nous parler du Viagra? Ces deux sexagénaires sont les inventeurs du Viagra. En 1991, Peter Ellis et David Brown sont chercheurs chez Pfizer. Ils testent une molécule censée soigner certains troubles cardiovasculaires quand soudain... Nous faisions une étude sur des anciens mineurs qui n'avaient plus de boulot. Ils s'étaient portés volontaires juste pour avoir quelques revenus. On leur donnait une pilule, ils passaient la nuit à la clinique. Le lendemain matin, la chercheuse qui menait l'étude leur donnait un questionnaire à remplir. Et il y avait toujours une question ouverte. Avez-vous quelque chose d'autre à relater? Et là, il semblerait que j'ai eu des érections toute la nuit. Un autre a dit « Oui, moi aussi ». Une aubaine pour Pfizer. C'est vrai que, je vois Soldona qui le dit dans le chat, c'est passionnant parce que Pfizer s'est fait un nom dans le milieu des médocs, notamment avec le Viagra. Le Viagra, ça provoque des érections. Ceux qui sont pas bons au niveau terme technique médecine, ça veut dire que tu bandes comme un âne, techniquement. Et derrière, tu peux changer ton pneu sans matériel. Ce qui est passionnant, c'est que c'était un effet secondaire de leur traitement, au départ, parce que c'était un truc pour le cœur. Et ils se sont rendus compte que ça faisait bander les gens. Ouais. Là, il y avait des effets secondaires qui ont permis d'engranger des milliards de dollars. Vaccin, pas d'effets secondaires. Voilà. Alors que c'est l'histoire même de Pfizer. C'est vrai que c'est toujours intéressant de le rappeler, quoi. Et ses services marketing qui élaborent une pilule qu'ils imaginent sur mesure. C'est parfait. C'est bleu pour les garçons, ça a la forme d'un diamant, le meilleur ami des filles. C'est la parfaite couleur, parfaite forme, ça se marie, c'est beau. On a des patients qui nous ont dit que ça avait sauvé leur mariage. Ils disaient qu'ils n'avaient pas eu de rapport depuis des années. Le Viagra, c'est le nom d'une pilule miracle contre l'impuissance. Très vite après son lancement en 1998, le Viagra rapporte plus d'1 milliard de dollars par an à Pfizer. Et c'est surtout de l'or en barre. À coup de publicité parfois cocasse. C'est très drôle. Alors, l'allégorie des pailles, en fait, c'était des bites. Il y en a une qui est souple, il y en a une qui est pas souple, elle a pris le Viagra. Non, mais j'explique parce qu'on est vendredi après, mais les gens sont fatigués. Aujourd'hui encore, les champions de cette découverte savourent leur succès. Bravo. Merci beaucoup. Au moins maintenant, tous les hommes sont égaux. C'est vous les inventeurs du Viagra?
Vous êtes des légendes absolues. Moi j'étais chimiste, lui il était biologiste. Bravo. Vous avez rendu beaucoup d'hommes heureux. Je suis sûr que dans 35 ans, je serai heureux d'en prendre. C'est aussi bon pour les muscles et la mémoire. Peter commence à en prendre d'ailleurs. Mais selon Peter et David, le groupe pharmaceutique, lui, n'est pas aussi reconnaissant. Loin de là. Les deux hommes nous emmènent sur le site de Pfizer où tout a commencé. Des 5000 salariés, il n'en reste plus que 700. En 2012, leur centre de recherche a été fermé. Il ne leur reste plus que quelques reliques conservées avec nostalgie. Et David, regarde ce que j'ai trouvé. Plein de souvenirs. Voici la structure chimique la plus connue au monde. On me voit ici, avec les Spice Girls. Les chercheurs dénoncent une méthode Pfizer qui consisterait à se débarrasser des secteurs les moins rentables. Le labo, lui, s'en défend. Les gens du marketing ont toujours considéré la recherche comme ne faisant jamais de profit, pas assez lucratif. La recherche, c'est que des dépenses, on ne rapportait jamais rien. Quand ils ont annoncé les licenciements, c'était vraiment une très mauvaise nouvelle pour des milliers de personnes qui se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. C'était un jour catastrophe. Cette quête du profit aurait-elle parfois pris le dessus sur les principes éthiques? Bon, alors là, la question, ça y est, ça va commencer à swinger. Est-ce que dans Pfizer se cacheraient parfois des volontés pas forcément très louables? On va voir. Le documentaire s'ouvre avec des effets secondaires qui leur ont permis d'engranger des milliards. Moi, je pense qu'on est face à des philanthropes, et je regarde le documentaire d'un œil vierge, neutre et dépassionné. Quelque part, je suis Julien Pain. Au Nigeria, pour éviter un procès, le groupe Pfizer a dû verser 75 millions de dollars d'indemnités à l'État et à des familles. Le groupe est accusé d'avoir mis en danger des enfants en menant des essais cliniques illégaux. Nous avons retrouvé un témoin de ces pratiques de Pfizer. En 1996, le docteur Évariste Lodi a 30 ans quand Médecins sans frontières l'envoie dans le nord du Nigeria. Une épidémie de méningite frappe des dizaines de milliers d'enfants. C'est le chaos. Alors, ça c'était vraiment notre réalité. On n'avait pas le choix, on ne pouvait renvoyer personne, il fallait prendre tout le monde en charge et voilà quoi. Alors ce sont des tentes montées par Médecins sans frontières. Les humanitaires travaillent dans des conditions très précaires. Quand du jour au lendemain, des chercheurs du groupe Pfizer s'invitent dans les tentes avec l'aval des pouvoirs publics selon eux. Ils viennent tester leur nouvel antibiotique, le Trovan. Un produit qui n'a aucune autorisation de mise sur le marché, mais qui est administré à une centaine d'enfants. C'était pas les bons moments. Il y avait des médicaments connus, il y avait qu'un protocole qui était bien précis. Il fallait se limiter à ça. Et je trouve que pour moi, c'est inacceptable parce qu'un médicament qui n'a pas fait preuve de son efficacité, vous le donnez à un malade en pareille situation, sans savoir s'il est plus efficace ou moins efficace que celui qui est en train d'être utilisé, pour moi, ça posait problème. Ils étaient partout dans les tentes, là. Ils faisaient des prélèvements, comme je l'ai toujours dit, pas dans des conditions techniques requises. Vous prenez une seringue, vous prenez un enfant, vous le pliez, vous enfoncez l'aiguille pour aspirer du liquide céphalorachidien. Je trouvais ça inacceptable. À la suite de ces essais, des familles nigérianes se plaignent. Elles affirment que Pfizer ne leur aurait jamais demandé l'autorisation d'administrer un médicament à leur enfant. Et surtout, elles accusent le Trovan d'être responsable de lourdes séquelles neurologiques et même du décès
de certains enfants. En 2007, dans un reportage de nos confrères de France 24, un père de famille témoigne. Anas était malade. Quand nous l'avons emmenée à l'hôpital, on nous a dit que des médecins blancs étaient venus offrir des soins gratuits. Quand ils sont venus, Anas était le premier dans la file. Ils l'ont donc emmené dans une salle de consultation. À part l'équipe médicale, personne n'a eu le droit d'y entrer. Ils n'ont pas demandé mon accord, ils ne m'ont pas non plus expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont dit que notre enfant avait la méningite et qu'ils étaient là pour nous aider, c'est tout. Pfizer dit avoir obtenu un accord oral des familles, mais ce n'est pas la conclusion du rapport d'enquête des autorités nigérianes que nous nous sommes procurés. Les investigations n'auraient trouvé aucun document prouvant une quelconque approbation des familles. Il n'y a aucune trace d'un consentement éclairé. Il n'y a eu aucun suivi adapté. Selon le rapport, le laboratoire n'avait pas demandé non plus l'autorisation aux instances nationales du Nigeria. L'entreprise n'a pas suivi les procédures nécessaires pour mener un essai clinique. Seul papier fourni par Pfizer, le feu vert d'un comité éthique local, signé 6 mois après les tests, un document antidaté. Le groupe affirme avoir respecté toutes les règles et dit avoir obtenu les approbations nécessaires auprès des autorités nigérianes et américaines. L'avocat de l'État africain, lui, dit n'avoir jamais vu ces documents. Pfizer a pris un vol pour Kano dans un seul et unique but, pour tester le Trovan. Et l'objectif de cet essai clinique était de développer un médicament que Pfizer avait l'intention de commercialiser pour faire de l'argent. Pfizer a vu une opportunité dans cette épidémie et en a profité. Je n'ai jamais vu aucune autorisation, aucune lettre, aucun protocole d'essai. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un document falsifié. On voit bien le sentiment d'impunité qui les animait. Ils n'en avaient rien à faire. Ils étaient tellement animés par un seul objectif qu'ils ne se sont pas arrêtés un instant pour se dire qu'ils avaient en face d'eux des êtres humains dans un pays souverain. Pour la première fois, l'ancien responsable de Pfizer au Nigeria, celui qui a supervisé l'accord amiable avec les familles et les autorités, a accepté de nous donner sa version des faits. Enrico Ligeri coule des jours heureux depuis près d'1 an sur son voilier en Espagne. Il fait une pause professionnelle. Ça vous manque de travailler chez Pfizer? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Eh bien, l'engagement scientifique et le fait que vous fassiez quelque chose de vraiment utile pour les gens. C'est assez ancré dans les laboratoires, et en particulier chez Pfizer, où on vous rappelle souvent qu'en fin de compte, notre client, c'est le patient. Selon lui, Pfizer n'aurait commis aucune erreur en 1996. Il affirme au contraire que l'antibiotique a sauvé des vies et que les séquelles ou la mort des enfants seraient liées à la méningite et non au Trovan. Quant au consentement écrit des parents, il était, dit-il, inapplicable puisque la plupart étaient analphabètes. Imaginez, on est en pleine épidémie. Les enfants tombent comme des mouches et les parents arrivent en les portant à bout de bras parce qu'ils n'arrivent plus à marcher et ils disent « Soignez mon enfant ». Et vous avez un médicament qui pourrait sauver cet enfant. Vous faites quoi? Vous le laissez mourir parce que les parents ne parlent pas anglais et ne savent pas lire ou écrire pour donner leur accord? C'est un problème éthique et moral dans les deux sens.
Mais là, c'était un essai clinique et non un traitement autorisé. C'était un essai clinique, en vue d'un traitement. Mais Pfizer était là pour tester, pas pour soigner. Non, c'était un traitement qui était en phase 3. On soigne parce qu'on a des raisons sérieuses de penser que le traitement fonctionne. C'était pas un problème éthique, parce qu'on a sauvé des vies. Le problème éthique était que trop peu de gens ont été soignés. C'est quand même hallucinant parce que c'est ce qui fout les chocottes, petite intervention au milieu de ce marasme de grand n'importe quoi. On voit des choses effectivement qui sont extrêmement choquantes. Ce qui est terrible, c'est que on n'a pas envie de voir un complément d'enquête dans 10 ans où ce genre d'ordures raconteront les mêmes choses au sujet du Covid. Parce que c'est vrai que toute ressemblance avec une situation étant vraiment arrivée est purement fortuite. Ça va être compliqué quand on va nous expliquer ça, parce que franchement, entre du saumon fumé et de la truite fumée, c'est pas évident si t'es à 5 mètres. Et là, ça ressemble un peu quand même. On verra, rendez-vous dans 10 ans, mais si complément d'enquête existe encore. Le Trovan n'a jamais obtenu l'autorisation pour être administré à des enfants. Concernant les adultes, après des effets secondaires graves, il a été retiré du marché américain au bout d'1 an. Pfizer serait-il un laboratoire particulièrement imprudent? Aux États-Unis, le groupe détient le record du laboratoire le plus sanctionné. 90 fois en 22 ans. C'est l'info du jour, la plus grosse firme pharmaceutique Pfizer a accepté de payer 2,3 milliards de dollars. C'est l'amende la plus importante de l'histoire. Quand on essaye de vendre à tout va, la santé et la vie des patients sont mises en danger. Et ceux qui en sont responsables doivent rendre des comptes. John Kopczynski est à l'origine de cette pénalité historique. Alors, c'est vrai que, autre intervention, ce qui est quand même bluffant, c'est que vaut mieux ça que rien, on est d'accord, mais sur le côté passif de Pfizer, ce qui est fou, c'est qu'il y a encore 6 mois, rappeler ça, c'était faire le lit du complotisme le plus aveugle et le plus abject. Ce que je veux dire par là, c'est que tu confies pas ton gosse à Polanski, en fait. Même pour une après-midi, s'il te dit qu'il a fait des pancakes, tu vois. Et là, savoir que Pfizer était choisi pour, en premier lieu, il y en avait d'autres, mais en premier lieu, d'ailleurs les autres n'étaient pas forcément mieux, mais pour le Covid-19, au bout d'un moment, tout, si vous voulez, le passif, leur pratique passée, tout porte à croire qu'il est impossible qu'il y ait une tuile. Il n'y a que des esprits aveugles et ou volontairement biaisés. J'ai bien dit qu'il y avait un « i », j'ai dit « biaisé », qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, pour ne pas, à minima, douter. Je parle seulement de douter, je parle même pas de conclure sur le fait que ça a été une enculerie à ciel ouvert. J'ai mon avis sur la question, je ne le donnerai pas. Mais je veux dire, c'est hallucinant. Sincèrement, un pyromane qui a allumé 5 fois un feu dans sa vie, le 6e, tu sais qu'il était dans le secteur, tu sais qu'il était énervé, tu sais qu'il avait un briquet sur lui. Il y a quand même 103% des inspecteurs qui commencent à se dire, bon, il y a quand même forte chance que ce soit Didier, là. Depuis qu'on a cramé Jeanne d'Arc, il dort plus, Didier. Donc, n'importe quel inspecteur qui voit ce genre d'indice sur des éléments tenterait quand même de viser la personne. Et là, Pfizer, on te dit non, pas de problème. C'est la première fois qu'il raconte les pratiques frauduleuses dont il a été témoin chez Pfizer. En 2002, il a dénoncé son employeur à la justice. Ça, c'était mon dernier poste chez Pfizer. Voici ma carte de visite. J'étais en charge du secteur rhumatologie, orthopédie et neurologie. Pourtant, sa rencontre avec Pfizer avait tout d'une belle histoire. En 1990, il est militaire, envoyé en Arabie Saoudite, en pleine guerre du Golfe. Il y avait un journal avec une publicité de Pfizer, avec la photo de son patron dedans. J'ai trouvé qu'il avait l'air sympa, alors je lui ai envoyé une carte de Noël. Et il m'a répondu. La lettre m'est parvenue en Arabie Saoudite.
Ça m'a fait très plaisir. On s'est beaucoup écrit après ça. Et un jour, il a envoyé une 50aine de bouteilles d'eau de Cologne Pfizer en cadeau. On était les 30 soldats les mieux parfumés de toute l'armée américaine. À son retour, le PDG de Pfizer l'embauche comme commercial pour inciter les médecins à prescrire ses produits. Il distribue des cadeaux. Ça, c'était super. Une cravate Viagra. J'en avais 50. C'est l'un des médicaments de son catalogue, le Bextra, qui va être au cœur d'un scandale. Les autorités américaines autorisent Pfizer à vendre cet antidouleur uniquement à des doses précises. 10 mg contre l'arthrose et 20 mg contre les règles douloureuses. Mais selon John Kopczynski, face au marché potentiel, la firme pousse ses commerciaux à aller bien au-delà de ces autorisations. J'ai gardé une photocopie de la boîte de médicaments. C'est une boîte de 10 mg pour lutter contre les douleurs d'arthrose. Et on avait aussi des 20 mg qu'on n'aurait pas dû avoir puisque c'était contre les douleurs provoquées par les règles. Mais vous n'aviez pas de gynécologue dans votre liste de médecins à visiter? Non, en effet. On avait ces échantillons de 20 mg et on les donnait à des orthopédistes, des rhumatologues, des neurologues. Et il y avait très peu de chances qu'ils le prescrivent pour des douleurs liées aux règles. C'est comme ça que vous avez vendu hors autorisation? Absolument. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Alors il décide de tout arrêter et devient lanceur d'alerte. À cause des surdosages, certains patients sont victimes d'AVC ou encore développent une grave maladie de la peau. D'autres salariés de Pfizer font comme lui et se tournent vers la justice. 9 personnes au total, partout aux États-Unis, témoignent d'un système frauduleux pour encourager à prescrire toujours plus de Bextra. Voici ce que décrit l'un des rapports d'enquête. Les activités illégales de Pfizer sont toutes des violations de la loi. Mises bout à bout, elles démontrent une stratégie d'entreprise nationale, concertée et bien organisée de recours aux pots de vin et aux prescriptions hors indication. Selon les lanceurs d'alerte, Pfizer n'a pas manqué d'idées pour tenter de corrompre les médecins et les inciter à prescrire du Bextra. Invitation à des matchs de baseball, à des courses de voitures sponsorisées Viagra, des soirées dans des clubs de striptease, au casino ou en... C'est quand même dingue, hein, petite parenthèse là-dessus, mais sur les méthodes pour convaincre les gens de prendre leurs médicaments, ça rappelle quand même les incitations qu'on a vues au moment du Covid. Là encore, les parallèles sont quand même extrêmement nombreux. Rappelez-vous, du côté de la Suisse, par exemple à Genève, là où c'est plus autorisé qu'en France, il y a une sorte de maison close, en fait, hein, plus ou moins, qui offrait une fellation, hein, une pipe, techniquement, aux personnes qui arrivaient avec un brevet de vaccination. Aux États-Unis, il y a des maires, notamment dans les grandes villes, qui offraient des burgers. En France, pour les jeunes, par exemple, on offrait des réducs, on offrait des trucs comme ça. C'est marrant parce que les parallèles sont nombreux quand même. Hein. Je veux pas dire, hein, mais tout de même. Hein. Encore au golf. Et ça marche. Les ventes de l'antidouleur Bextra explosent jusqu'à son retrait du marché à cause de ses effets secondaires. Le groupe Pfizer est contraint de régler 2,3 milliards de dollars de pénalités. 67 millions iront à notre lanceur d'alerte. C'est la règle aux États-Unis. Avec cet argent, l'ancien commercial vient d'acheter un loft au 12e étage de cette tour résidentielle. Voilà, je vais vivre ici.
3 chambres, 3 salles de bain. Voici mon salon. Il y aura une grande cheminée et au-dessus, il y aura une énorme télé. Malgré 7 ans de procédures compliquées et un licenciement, il n'a aucun regret. À l'armée, on dit devoir, honneur, patrie. Il faut savoir se lever et faire ce qu'on estime être juste. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi. J'espère qu'ils le sont. Par mail, Pfizer nous dit regretter certains actes du passé et affirme avoir renforcé ses contrôles pour que cela ne se reproduise plus. Mais le groupe aurait aussi misé beaucoup d'argent pour affaiblir tout ce qui pourrait entraver ses pratiques. Comme la loi qui a permis à John Kopczynski de dénoncer son employeur contre une récompense, le False Claims Act. Depuis 2000, il a permis à l'État de récupérer plus d'1 milliard de dollars de Pfizer, le record des labos. Selon l'avocate du lanceur d'alerte, tout se joue ici, au Capitol Hill, cœur du pouvoir législatif américain. C'est une loi qui préoccupe les sociétés pharmaceutiques, y compris Pfizer. L'argent, l'influence. Ici, le lobbying a beaucoup de poids. Les firmes pharmaceutiques ont toujours essayé de diluer le False Claims Act et en particulier les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte. Par exemple, ils tentent de rendre les conditions de la dénonciation plus restrictives, de limiter les récompenses financières, tout ce qui pourrait diluer et affaiblir cette loi parce qu'elle est très puissante. Laboratoire qui a effectué le plus de dons aux parlementaires en campagne. Plus de 10 millions de dollars distribués à des élus de tous bords confondus en 15 ans. C'est légal aux États-Unis. Et pour les influencer, Pfizer dispose aussi de 2 atouts de taille. 2 lobbyistes qu'il rémunère, Hazen Marshall et Monica Pope. Selon ces 2 journalistes, ils n'ont pas été choisis par hasard. Marshall et Pope ont travaillé pour des sénateurs républicains très puissants, dont Mitch McConnell, qui était le leader de la majorité au Sénat. Il est toujours le sénateur républicain numéro 1. Il a donc beaucoup de pouvoir. On comprend que ces 2 lobbyistes défendent bien les industriels. Ils s'assurent que chaque loi discutée au Congrès ne fasse pas de mal à Pfizer. C'est pour ça qu'ils ont été embauchés. Ils diront aux élus, écoutez, si vous soutenez l'adoption de cette loi, ça nuira à l'emploi. Nous voulons nous assurer que la Caroline du Nord continue d'être un centre d'innovation pharmaceutique, de créer de nouveaux emplois, d'ouvrir des laboratoires et d'attirer de nouvelles personnes dans votre État. Donc ça pourrait vraiment nuire à tout cela si vous soutenez cette loi. Dans ces déclarations de transparence que nous avons consultées, on découvre que les 2 lobbyistes ont touché 4 fois 60 000 $ de Pfizer. Leur mission est inscrite noir sur blanc. Lutter contre le False Claims Act. Ils ont refusé toute interview, alors nous sommes allés frapper à leur porte. Personne dans les bureaux, et bien visible dans la salle d'attente le livre du chef des Républicains, Mitch McConnell. Pfizer
a vendu 4,4 milliards de doses de son vaccin Comirnaty dans le monde. En 2021, son chiffre d'affaires a quasiment doublé. Ces données-là, elles sont vraiment très importantes à prendre en compte parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de l'incroyable business qu'est le Covid-19 là-dessus. Enfin, on s'en rend compte, oui, mais qu'un géant comme Pfizer, ce que raconte le documentaire, qui est là depuis des décennies, qui double son chiffre d'affaires en un an, il faut vraiment prendre la portée. Enfin, je ne sais pas vous, mais je crois que j'ai du mal à mesurer en fait l'impact financier de leur vaccin à la con. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Plus de 4 milliards de doses. Je crois qu'on ne mesure pas en fait à quel point ça a permis à Pfizer de passer un cap incroyable et d'avoir aujourd'hui plus de puissance que de nombreux États à travers le monde. C'est ce qu'il disait tout à l'heure sur comment a été reçu Albert Bourla dans différentes instances. C'est hallucinant. Il faut vraiment mesurer ça. C'est que Pfizer aujourd'hui a un niveau de puissance qui est celui des GAFAM, par exemple. On pourra gentiment parler des, je ne sais pas comment on va le dire, des GAPFAM ou j'en sais rien, mais Pfizer est à ce niveau-là. C'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Comment s'est-il imposé? Le labo a-t-il utilisé ses techniques habituelles d'influence? Son PDG Albert Bourla raconte dans son livre avoir échangé de nombreux SMS avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. J'avais établi une relation étroite avec elle par le biais de SMS et d'appels téléphoniques au sujet du vaccin, des variants du virus et de la fabrication. Que se sont-ils dit? Ont-ils négocié en secret les contrats du vaccin? Les parlementaires européens veulent savoir. Retour le 10 octobre dernier, à Bruxelles, à l'audition par les élus européens de Janine Small, la représentante de Pfizer. Combien de messages électroniques votre PDG a-t-il échangé avec la présidente de la Commission européenne? Avouez-vous, oui ou non, des négociations parallèles en dehors du processus normal? Oui ou non? Je vous remercie. Tout le monde peut comprendre qu'à cause de la pandémie, on travaillait tous depuis chez nous. Et par conséquent, je suis certaine qu'Albert Bourla a donné son numéro de téléphone à beaucoup de leaders dans le monde. Il est impossible de mener des négociations par SMS, je vous l'assure. Ces parlementaires ont aussi invité Ursula von der Leyen à venir s'expliquer, en vain. La médiatrice européenne chargée de la transparence des institutions a été saisie du dossier. Elle a exigé que les SMS soient rendus publics au nom de la réglementation européenne, mais la Commission a botté en touche. Toutes les institutions de l'Union européenne sont obligées de respecter la loi, quel que soit le sujet. Il y a le règlement 1049 qui régit l'accès aux documents et il est très important pour avoir la confiance du public. Ça peut paraître très théorique dit comme ça, mais en fait, dans le cas d'une pandémie, c'est très concret. Parce que la seule façon pour les gouvernements du monde entier de persuader les gens de rester chez eux, d'arrêter de travailler, de renoncer à leurs moyens de subsistance, puis de se faire vacciner, c'était de s'assurer que la population, les citoyens, faisaient confiance aux administrations. Et c'est très important, la confiance est vitale. Madame von der Leyen et la Commission faisaient de leur mieux pour garantir la protection des Européens. Et c'est leur tâche numéro 1. Mais quand il est apparu qu'il y avait eu ces textos et que la Commission n'était pas très claire à leur sujet, cela a nui à la confiance. Et cela a aussi permis de développer un récit alternatif sur les vaccins. Pourquoi Ursula von der Leyen ne souhaite-t-elle pas montrer ses textos? Elle a décliné nos demandes d'interview. Sur les histoires de textos, on ne le dira jamais assez, rappelons quand même que, là encore, quand on parle de parallèle, c'est-à-dire que tout ça n'a pas vraiment le goût de la nouveauté, et même concernant Ursula von der Leyen, rappelons que lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, il s'était passé exactement la même chose. Alors en l'occurrence, on ne parlait pas de vaccins, on parlait d'armes, vous faites le parallèle que vous voulez,
Et il y avait déjà des affaires sur des achats d'armes, sur des contrats qui avaient été signés. Le Parlement allemand s'en était saisi parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et déjà à cette époque, on parlait de vaccins, on parlait de SMS, pardon, échangés par Ursula von der Leyen avec diverses personnes, et des SMS qui n'ont jamais revu le jour. Vous pourrez regarder ça sur Internet, vous pourrez trouver des articles. C'est assez bluffant de se dire que là encore, on a un parallèle qui est présent, et ces gens, en tout cas, que ce soit autant Pfizer qu'Ursula von der Leyen, on a des gens qui ne sont pas à leur coup d'essai. Donc c'est assez bluffant. Et après, on débriefera sur le ton du documentaire que je trouve finalement plus, pour l'instant, je le trouve plus intelligent que timoré dans l'approche. On en parlera après. Nous l'avons donc attendu dans les couloirs du Parlement européen. Bonjour Madame von der Leyen. Excusez-moi, pour la télé française complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. On vous a envoyé plusieurs demandes d'interview à propos de Pfizer. Pourquoi est-ce que vous refusez de répondre? Je voudrais juste vous demander pourquoi vous refusez de publier les SMS que vous avez échangés avec le PDG de Pfizer. Répondez-nous s'il vous plaît. Excuse me, Mrs. Can I just... Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? You have something to hide? Impassible, la présidente de la Commission européenne continue son chemin. Pour préserver ses profits, le groupe n'a pas hésité à viser encore plus haut. En 2021, les brevets des vaccins anti-Covid sont au cœur d'un débat mondial. Faut-il les suspendre le temps de la pandémie pour permettre à tous les laboratoires d'en produire sans payer leurs inventeurs? Les responsables politiques y songent. L'Union européenne est prête à discuter toute proposition qui répond à cette crise de manière efficace et pragmatique. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à discuter de la proposition américaine de lever le brevet du vaccin du Covid et réfléchir à comment cela pourrait nous aider à atteindre cet objectif. Nous devons donc travailler à ce que ce vaccin soit un bien public mondial. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas juste la bonne chose à faire, c'est aussi dans notre meilleur intérêt de le faire. Un manque à gagner colossal pour Pfizer et BioNTech, son partenaire allemand pour fabriquer le vaccin. Alors en coulisses, les lobbyistes auraient tenté d'influencer un État. Nous avons pu nous procurer des dizaines d'emails envoyés par le laboratoire américain au gouvernement allemand. Ministre de la Santé, de la Justice, de l'Économie. Cher ministre Altmaier, vous trouverez ci-joint une compilation des activités actuelles de BioNTech et Pfizer, lesquelles démontrent tout ce que nous avons déjà fait et ce qu'il reste à faire. Nous sommes sûrs que ces documents constitueront une bonne base pour les discussions à venir dans le cadre du sommet du G20. Ce courrier, par exemple, en prévision du G20, où le dossier des brevets doit être abordé. En pièces jointes, des fiches explicatives sur l'intérêt de maintenir les brevets. Même le patron de BioNTech semble faire la dictée à Angela Merkel. Chère Madame Merkel, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. 6 juin, le texte que nous utilisons actuellement pour notre communication avec les arguments démontrant pourquoi une levée des brevets n'est pas pertinente. Meilleures salutations. Il détaille ensuite toute une série d'arguments. La qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin pourraient ne pas être garanties par le producteur. Ce serait risqué pour la santé des vaccinés. Nous avons besoin d'une production de vaccins de très grande qualité.
Si une levée des brevets se faisait sans pouvoir contrôler scrupuleusement la qualité, je vois plus de risques que d'avantages. Nous montrons ces documents à une économiste, spécialiste notamment des questions de santé. On sait que le lobbying est intense. Là, on en a vraiment la preuve tangible et que ce lobbyisme, il se fait au plus haut niveau de l'État allemand, donc directement auprès de la chancelière. Donc évidemment, d'en avoir une preuve aussi flagrante, c'est quand même un petit peu étonnant, mais c'est pas non plus sur le fond très surprenant. Est-ce que c'est inquiétant ? C'est inquiétant dans la capacité des gouvernements ou des gouvernements et des chefs d'État de prendre des décisions dans l'intérêt des populations et non pas dans l'intérêt d'acteurs privés de laboratoires américains de surcroît. C'est vrai que sur cette affaire des brevets, aujourd'hui, on a quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais avec du recul, on voit quand même, on peut gentiment parler d'effets secondaires. Je veux dire, ce sont des choses qui existent. Après, bon, peut-être maintenant, bon, c'est le complot, c'est la négation de la science, j'en sais rien. Je suis pas. Enfin, il n'y a plus besoin d'être scientifique en fait aujourd'hui. Il faut être dans certains partis politiques ou dans certains médias pour avoir la science de son côté. Donc la science n'est plus du côté des scientifiques. Ça, c'est une chose. Mais par contre, pour les brevets, ce que je trouve très intéressant avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est hypothétique, j'en sais rien, et on réécrira pas l'histoire. Mais je ne suis même pas certain que si les brevets avaient été levés et que tous les laboratoires du monde auraient pu fabriquer ce vaccin, je pense qu'on se serait retrouvé dans une situation où, dans les autres laboratoires, c'est pas les guignols, je veux dire, les mecs sont pas spécialistes en boucherie chevaline, on est sur des spécialistes de ces questions-là, de la vaccination et tout ça. On aurait eu des brevets qui seraient allés entre toutes les mains, face à des cerveaux différents, et des gens qui, de toute évidence, auraient vu qu'il y avait des problèmes, de sérieux problèmes, que ce soit sur la conception, que ce soit sur l'efficacité réelle, sur des choses comme ça. Et donc, je pense que les laboratoires, disons le laboratoire Y, j'en sais rien, à qui on file le brevet en disant « maintenant tu peux y aller, on y va plein gaz », le mec va se dire « attendez, votre truc, en fait, les chiffres d'efficacité sont pas très bons, ils ne font que baisser, et en plus... » Nous, on n'a pas les deals que vous avez, notamment avec l'Union européenne. C'est ce que dit Complément d'enquête. C'est que Pfizer avait des conditions de négociation qui faisaient qu'ils étaient exonérés en cas de poursuite liée aux effets secondaires. Donc, un plus petit laboratoire, une plus petite structure, certes, elle peut avoir les brevets, mais derrière, si elle met sur le marché et qu'il y a des effets secondaires ou d'autres problèmes liés au vaccin, c'est elle qui ramasse. Donc, je ne suis même pas sûr que d'autres laboratoires auraient pris ce risque-là sans avoir les clauses scandaleuses, mais protectrices, qu'a pu avoir Pfizer. Et je pense très franchement, c'est pour ça que je vous dis ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dites dans le chat ce que vous en pensez, je pense vraiment que, même s'il n'y avait pas eu ce lobbying incroyable, je veux dire, voir Angela Merkel jouer au perroquet d'une entreprise du monde pharmaceutique, c'est hallucinant. Je veux dire. Angela Merkel, qu'on salue depuis des décennies, que tout le monde applaudit en disant « mon Dieu, quel formidable gestionnaire », et ben putain, la Dodge Qualitat, tu te la ranges dans le four à pain, parce que putain, c'est hallucinant de voir ça. Donc je pense franchement, quand on voit toutes ces données-là, que de toute façon, Pfizer n'avait rien à craindre, parce que les autres n'auraient pas fait ça. En revanche, le revers de la médaille, c'est quand même que ça aurait accéléré l'expansion de l'idée que ce vaccin posait de sérieux problèmes. Si tout le monde avait eu accès au brevet, beaucoup de gens auraient dit « non mais attendez, on peut pas fabriquer ça, c'est pas sérieux, c'est trop dangereux ». Donc je crois que finalement, tout le monde avait intérêt à ce que ces brevets ne soient pas levés, et l'argument économique de la chose, en fait, est l'arbre qui cache la forêt, parce que les problèmes étaient tout autres. Ça allait médiatiser les réels dangers de cette formulation, qui, dès le départ, posait problème. On le savait, beaucoup de gens le disaient déjà très tôt, dans la sphère scientifique, j'entends pas des guignols comme moi, mais très vite, on savait qu'il y avait des problèmes. Lever le brevet aurait été mettre le projecteur sur ces trucs-là. Donc, c'est intéressant de voir ça avec du recul, quoi. Les brevets ne seront pas levés. Un accord à minima permettra juste quelques dérogations aux pays en voie de développement. Donc les pays en voie de développement où il n'y avait quasiment pas de Covid, notamment en Afrique, il y en avait très peu. Voilà, très bien. Cette stratégie d'influence aurait-elle permis à Pfizer de négocier avantageusement ses ventes de vaccins à l'Union européenne? Pour le savoir, nous aurions aimé examiner ces contrats. Ils sont censés être publics sur le site de la Commission, mais en réalité, des pages entières sont grisées au nom du secret des affaires. Le prix du vaccin, masqué. Les clauses d'indemnisation en cas d'effet secondaire, masquées.
Un avocat, lui... Alors ça, pareil, hein, avec ce documentaire, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut faire la chasse au complot devenu réalité. Rappelez-vous combien de gens, que ce soit dans les sphères scientifiques et même dans les médias et les médias alternatifs, donc même sur Juste Milieu, on en a parlé il y a un an et demi, cette histoire des contrats caviardés qui n'ont jamais été rendus publics, ou alors, comme on l'a vu, avec des pages entières qui sont dérisées, je veux dire, c'est absurde. Et même les députés européens, on ne le rappellera jamais assez, les députés européens eux-mêmes, pour consulter les contrats, devaient être dans des conditions incroyables, c'est-à-dire dans une pièce fermée, sans téléphone, sans possibilité de prendre des notes et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et rendons-nous compte du nombre de complots qui sont devenus réalité. Et aujourd'hui, complément d'enquête déboule et dit ça tout à fait tranquillement. Alors, ce serait perdre du temps et puis mettre de l'huile sur un feu, on va dire, dont on se branle, mais ce serait incroyable de... et je vous jure, si un jour j'ai un peu de temps à perdre, j'aimerais le faire pour la vanne et faire une vidéo là-dessus, mais c'est de retrouver les articles qui disaient « ça c'est complot, ça c'est complot, ça c'est complot », admettons chez Libération, tiens, au pif, et de voir 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans après, de voir les mêmes médias sortir ça comme des évidences, tu sais. C'est-à-dire que toi, tu es en couple, tu défourailles la voisine depuis 6 ans dans le dos de ta femme, enfin en l'occurrence dans le dos de ta voisine, mais enfin, c'est une expression dans le dos, hein. Enfin bref, t'as compris. Puis toi, 6 ans après, t'arrives, tu dis oui, non mais c'est vrai que Nadine, à la prothèse de hanche, je peux te dire qu'elle est rouillée. Toi, t'arrives, tu prends ça comme une évidence. Sauf que pour ta femme, c'est un choc, parce qu'elle, elle était pas au courant, tu vois. Et ça, mais les médias font ça aujourd'hui. Ils t'ont tapé dessus en disant hey, ça c'est du complot, ça provient de l'extrême droite qui fait des barbecues. Donc c'est vraiment la lie de l'humanité. Puis 2 ans après, ils arrivent en sifflotant. Oui, bah oui, les contrats, ils étaient cavardés, ouais. On l'a toujours dit, ouais. Enfin, on l'a toujours dit depuis avant-hier, mais depuis avant-hier, on n'arrête pas de le lire, quoi. Non, c'est ridicule. Je pense qu'un jour, je m'amuserai à faire une vidéo comme ça. Pour le LOL. A réussi à se procurer le contrat original. Il le garde toujours près de lui, dans sa sacoche. Et depuis qu'il l'a lu, il a décidé de s'attaquer aux géants américains. Ce jour-là, il se rend chez l'une de ses clientes. Bonjour, maître. Bonjour Héloïse. Meilleurs vœux. Vous aussi. Alors ça va depuis la dernière fois, depuis l'audience? Pour le cœur, ça je l'ai arrêté parce que je le supportais plus. Ça c'est pour ma dernière opération, on m'a mis sous antidouleur. Il faudrait vraiment se renseigner directement. Après avoir reçu sa 2e injection Pfizer, Héloïse Soave est diagnostiquée d'une myocardite, une inflammation cardiaque, un trouble qu'elle associe au vaccin. Qui est privé à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous fait penser que tout ce qui vous arrive en termes de problèmes de santé est lié au vaccin Pfizer? Alors déjà, il y a le médecin qui me l'a confirmé quand j'ai fait mon IRM cardiaque et qui m'a posé cette causalité. J'ai aucune autre cause possible aujourd'hui en termes médicaux, en imagerie, en biologie, qui me permettent de me dire que j'ai un terrain qui me prédispose en problème cardiaque, alors que j'en ai jamais eu, et dans ma famille, il n'y en a pas. Le laboratoire Pfizer lui-même avait informé les autorités en Europe de ce que, effectivement, en termes d'effets indésirables, la myocardite avait un lien causal avec la vaccination, à tel point d'ailleurs que dès juillet 2021, la ANSM a informé les professionnels de santé des risques à pratiquer la vaccination, un schéma vaccinal complet, pour des personnes ayant eu des problèmes cardiaques après la première dose de vaccin. Là encore, hein, on peut les compter dans ce documentaire, c'est hallucinant. Hein. Les fameuses myocardites qui n'étaient qu'un vague bruit complotiste depuis le début, parce que je cite hein, le Bourvil du stéthoscope, à savoir le docteur Marty, qui nous disait on a des milliers d'années de recul sur ce vaccin. Lui pareil, hein, putain, voir qu'il continue à sortir les trompettes, alors qu'il a toujours joué faux, c'est un truc qui me bluffe. Mais pareil, myocardite, pareil. Aujourd'hui, le documentaire évoque ça. Le complément d'enquête assume de lier myocardite et vaccination en lien avec le témoignage de cette dame. C'est hallucinant. Donc là, scientifiquement, en tout cas, même le laboratoire Pfizer reconnaît le lien de causalité entre la myocardite et la vaccination. La myocardite est recensée comme un effet secondaire très rare.
Au nom de sa cliente, l'avocat a donc porté plainte contre Pfizer en juin dernier. Une procédure que le groupe pharmaceutique n'a pas souhaité commenter. Le fameux contrat. Maître Lanzaron a aussi déposé un recours au tribunal administratif. Cette fois-ci contre le contrat signé entre l'Union européenne et le laboratoire. Il conteste une clause en particulier. Voilà ce que dit la clause. Bon, l'administration des vaccins sera donc effectuée sous la seule responsabilité des États membres participants. Par conséquent, chaque État membre participant doit indemniser et dégager de toute responsabilité le contracteur. Alors le contracteur, c'est Pfizer et BioNTech. Autrement. Là encore, enfin, c'est saisissant, c'est saisissant. Combien on était à pointer ça du doigt, à dire qu'il y avait une exonération complète de responsabilité de Pfizer et BioNTech en cas d'effet secondaire. Voilà. Et là, là, on est tombé dessus, mais on le fera. Je pense qu'on le fera parce qu'il faut rendre hommage au boulot de complément d'enquête. On en parlera au moment du débrief, mais ils font le taf. Mais combien de ces putains de complots sont devenus réalité? Et je veux dire, de toute façon, vous connaissez le raisonnement, c'est toujours pareil. Ça ne pouvait pas être considéré comme du complotisme, dans la mesure où ce fâcheux contrat était entre les mains de personne, ni les fact-checkers, ni les complotistes. Donc on avait d'emblée un conflit qui était biaisé, dans la mesure où on a des gens qui se posaient en détenteurs de la vérité, mais qui en vérité n'avaient pas plus d'éléments entre les pattes que ceux qu'ils accusaient de complotisme. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, des deux côtés, et là je renvoie tout le monde dos à dos, on a des gens qui, des deux côtés, prétendaient connaître le score d'un match de foot qui n'avait pas commencé. Donc c'est pas sérieux. Et aujourd'hui, le match est fini, et on l'a, le score, on l'a pour de vrai. Et donc, alors, les faits semblent pencher du côté de ceux qui avaient dit, qui avaient annoncé que ce contrat détenait cette clause. Donc, après, est-ce qu'on peut avoir raison a priori? Ça, c'est presque un débat philosophique. Est-ce que ça tenait du devin? C'est-à-dire que les gens avaient deviné cela? Est-ce qu'il y avait déjà des éléments qui pouvaient le dire? Mais on en parlera au moment du débrief. Voilà. Mais c'est bluffant de voir tous ces bruits qui ont été défoncés. On a tapé sur la tête des gens, au sens propre comme au sens figuré, pour qu'en fait, aujourd'hui, complément d'enquête arrive les mains au haut du guidon en disant « Bah ouais, vous avez vu la tuile, quoi ». On dit, le laboratoire sera dédommagé par l'État en cas de condamnation. Pour ma part, il n'appartient pas aux contribuables de financer les effets indésirables. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'avocat qui vous parle, c'est l'avocat d'Héloïse. J'ai du mal à dire à Héloïse aujourd'hui que son impôt sur le revenu va contribuer à financer les victimes des effets indésirables. Je pense que la société Pfizer a suffisamment fait de milliards pour prendre en charge une partie des effets indésirables. Pourquoi le groupe Pfizer a-t-il été déchargé de cette responsabilité? Nous avons pu interviewer une haut fonctionnaire française qui a participé aux négociations au nom de l'Union européenne. Selon elle, c'est l'urgence liée à la pandémie qui justifie l'existence de cette clause. Pour tous ceux qui disent aujourd'hui c'est scandaleux, ce contrat a été mal négocié, regardez la preuve, ils sont irresponsables, ils n'ont rien à payer aux victimes des effets secondaires indésirables, s'il y en a qui sont reconnus comme tels. Qu'est-ce que vous, qui avez été autour de cette table, avez à dire à ces gens qui disent ils sont dédouanés de toute responsabilité, donc ils ont bâclé la fabrication de ce vaccin? C'est faux, ils sont absolument pas dédouanés de l'ensemble. Au contraire, ils doivent respecter l'ensemble du cahier des charges des bonnes pratiques de production. Ils doivent respecter l'intégralité en fait de ce qu'on leur demande dans le cas, dans tous les cas classiques d'achat de médicaments ou de vaccins. Simplement, ce qui rend particulier un contrat d'achat de vaccin Covid qui n'a pas été testé pendant des années, c'est que justement il n'a pas été testé pendant des années et donc l'industriel ne peut pas être tenu responsable d'effets secondaires. C'est génial. Elle est sympa comme tout, hein, cette dame. Elle est mimi comme tout. Mais c'est ce qu'elle dit est saisissant, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit, bah oui, mais en même temps, on se remet la séquence. J'espère qu'on a compris tous la même chose. C'est hallucinant. Dans tous les cas classiques d'achat de médicaments ou de vaccins, simplement, ce qui rend particulier un contrat d'achat de vaccin Covid qui n'a pas été testé pendant des années, c'est que justement il n'a pas été testé pendant des années et donc l'industriel ne peut pas être tenu responsable d'effets secondaires qu'il n'aurait pas pu détecter pendant ses essais cliniques. Cette dame est haut fonctionnaire, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte.
ce qui justifie la clause de non-responsabilité de Pfizer, c'est le fait que, et elle le dit elle-même, moi je lui fais confiance, elle est haut fonctionnaire, elle a négocié. Ce sont des gens comme elle qui ont négocié, je ne sais pas si vous en rendez compte. Ce qui justifie l'absence de responsabilité de Pfizer, c'est le fait qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'il y allait avoir des effets secondaires. Alors déjà, Marty, pompe à vélo complet. Hein. On a une haut fonctionnaire qui a négocié directement, qui vous dit ça. Donc l'autre, pompe à vélo énorme. Mais c'est hallucinant. Et cette dame vous dit ça avec tout ce que, sans faire d'analogie, attention, je ne ferai pas d'analogie, je ne ferai pas de point Godwin aujourd'hui, mais intellectuellement et théoriquement, c'est ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. On est en plein dedans. La banalité du mal, c'est pas seulement l'administratif qui signe un laissez-passer pour un train, qui transporte des détenus qu'on amène à la mort. La banalité du mal, c'est aussi ça. C'est quelque chose de manière beaucoup plus diffuse, où on a une dame qui raisonne plus ou moins avec des tableaux Excel, qui est assurément brillante. Aujourd'hui, elle est haut fonctionnaire en France, donc je pense qu'elle n'a pas fait un bac pro commerce. Mais quelqu'un de brillant qui dit, bon ben voilà, situation urgente, solution A, on déresponsabilise un laboratoire, parce que de toute façon, il n'a pas connaissance des effets secondaires de ce médicament que nous allons utiliser. Point. Et ce sont ces gens-là, ce sont des gens comme ça qui raisonnent ainsi pour fixer la marche des pays. Donc, au bout d'un moment, c'est saisissant de froideur de voir cette dame qui vous explique ça sans trembler du museau. Et au passage, elle démonte tout ce qui a été dit dans les médias pendant des mois, pour ne pas dire des années. Et encore aujourd'hui, ce gros dindon de François Braun qui arrive en disant le fait que l'abrogation de la loi pour la réintégration des soignants non vaccinés dans les hôpitaux est une victoire du complotisme, fin de citation, mais quel affreux tocard, parce que cette dame aux fonctionnaires déboîte, peut-être même sans s'en rendre compte, c'est encore plus flippant, cette dame déboîte la ligne de défense des médias, des politiques qui ont pris le parti du vaccin depuis le début. C'est qu'elle dit, mais de toute façon, on les a déresponsabilisés parce qu'on ne pouvait pas faire autrement si on avait les vaccins. Ils n'avaient aucune foutue connaissance des effets secondaires. Donc, à très haut niveau, si on se base sur les déclarations de cette dame, à haut niveau, on a signé des contrats sur un pari, sur un coup de poker, soyons clairs, sur un coup de poker. Pfizer n'avait aucune idée des effets secondaires. Aucune idée. Et c'est là où cette histoire de « on a des milliers d'années de recul », c'était de la bêtise absolue. C'était de la bêtise absolue. Et là, on voit que les États ont fait un coup de poker. Imaginez déjà ce qui est assez vénère, mais imaginez dans un monde encore plus fou où, je sais pas, il y avait une personne sur deux qui serait morte du vaccin. Admettons, c'est pas le cas, hein, j'imagine. Voilà, alerte Rudi Reichstadt, c'est de l'imagination. Je dis volontairement n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte que, en fait, les États auraient été obligés d'en assumer les conséquences. Et Pfizer, la réaction officielle, ils auraient fait un joli papier avec un communiqué. Dessus, il y aurait écrit « Oups, I did it again », comme disait Britney Spears. Tu vois. Et Pfizer, c'est ça aujourd'hui. C'est « Oups, I did it again ». Et ils recommenceront, parce qu'avec leur pognon, vous croyez quoi ? Même s'il y a des poursuites en justice un jour sur une autre situation, en l'occurrence pas là, ils vont payer quoi ? 500 millions d'amendes ? Allez, va clochard. Donc, il faut arrêter les bêtises. C'est complètement dingue. Tous les laboratoires qui produisent des vaccins anti-Covid bénéficient de ces mêmes conditions. Nous avons décortiqué l'exemplaire original du premier contrat signé en 2020 entre Pfizer et l'Union européenne. Derrière les parties grisées, le prix de vente du vaccin, 15,50 € la dose. L'Union européenne a déjà passé 3 commandes auprès du labo. Dans le dernier contrat, le prix du vaccin serait même passé de 15,50 € à 19,50 € la dose, avec des marges extrêmement confortables, selon cet économiste. C'est évidemment des données extrêmement sensibles pour les laboratoires qui communiquent peu, mais les estimations uniquement sur ce que coûte à produire une dose, c'est autour de 80 centimes de dollars, c'est-à-dire moins d'$1 pour un vaccin qui ensuite est vendu 19,50 $, c'est-à-dire 18,50 $ de marge sur chaque dose de vaccin. Alors quand on multiplie ça par le nombre de doses, évidemment c'est une opération extrêmement profitable pour Pfizer.
Comment ils ont fixé leur prix, puisque on voit bien que le coût de fabrication est faible, le prix de vente est élevé. Qu'est-ce qui a déterminé que ça valait 15,50 € dans un premier temps, puis 19,50 € dans un deuxième temps? Les firmes disent oui, mais regardez, combien ça vous coûte d'avoir tant de populations malades, combien ça vous coûte d'avoir une économie confinée, d'avoir une économie à l'arrêt. Valait mieux payer 20 $ ou 19,50 $ la dose, et donc ils font valoir l'intérêt économique ici du vaccin. Le laboratoire assure avoir garanti un accès juste et équitable aux doses. Au total, l'Europe a payé au moins 35 milliards d'euros pour l'achat des vaccins Pfizer. Mais où va cet argent? En épluchant le premier contrat, un compte bancaire apparaît. Une avance de 700 millions d'euros doit être virée à Dublin, en Irlande, un pays à faible taux d'imposition. Quel serait l'intérêt pour Pfizer d'encaisser les bénéfices du vaccin en Irlande? Le groupe tenterait-il d'alléger ses impôts? Nous nous sommes procuré un document interne confidentiel réalisé à la demande des élus du personnel. En 2019, ils avaient fait expertiser les comptes de l'entreprise. Un an avant la signature du contrat du vaccin Covid, le rapport révèle que Pfizer aurait mis en place un système qui pourrait relever de l'optimisation fiscale. Le groupe Pfizer est organisé pour extraire le maximum de profits des marchés où il opère, pour les remonter dans des paradis fiscaux, Irlande, Pays-Bas et Luxembourg en tête. Ces documents citent explicitement le procédé dit du prix de transfert, une technique légale qui permet de diminuer artificiellement l'impôt. Prenons un exemple tout à fait fictif pour comprendre le mécanisme. Imaginons une multinationale, elle a une usine en Belgique qui fabrique des médicaments. Au lieu de vendre son produit directement à ses clients français, par exemple la Sécurité sociale, elle préfère la vendre à une filiale de son groupe, une sorte d'intermédiaire situé en Irlande par exemple, où l'imposition est plus faible. La filiale irlandaise vend ensuite la même boîte de médicaments à une autre filiale, cette fois-ci française, qui va ensuite vendre le produit à la Sécurité sociale. L'idée est de laisser un maximum de bénéfices dans la filiale irlandaise, où l'impôt sur les sociétés s'élève à seulement 12,5% contre 25% en France. Un système similaire pourrait-il être encore en vigueur aujourd'hui chez Pfizer? Nous avons demandé à un expert financier de se plonger dans les comptes 2021 de Pfizer France, l'année des profits records liés aux ventes du vaccin. Selon lui, l'entreprise minimiserait volontairement ses bénéfices pour payer le moins d'impôts possible, ce qui n'est pas illégal. Pfizer en France paye très précisément 15,3 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en 2021. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? On peut considérer que c'est vraiment faible ou très faible. J'ose pas dire ridiculement faible, mais encore une fois, quand on situe ce chiffre de 15,3 millions d'euros avec 2 milliards 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, on voit que c'est l'épaisseur du trait. Il compare ensuite ces chiffres avec ceux d'une autre entreprise du même secteur. On a trouvé, par exemple, une société qui s'appelle MSD Vaccin, qui en fait correspond à Merck, qui pour un chiffre d'affaires bien moindre, puisque là on parle sur 2021 de 897 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien va payer des impôts beaucoup plus élevés, puisque là, on parle d'impôts à hauteur de 155 millions d'euros pour la filiale donc MSD en France. Qu'est-ce donc, que ça on rapporte, est ça 10 fois plus d'impôts que Pfizer pour un chiffre d'affaires
qui est 3 fois moins. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Ça raconte des pratiques de groupe qui sont différentes. Et ça raconte, encore une fois, que Pfizer a fait le choix, de toute évidence, délibéré, de laisser le moins de résultats possible en France, de façon à payer le moins d'impôts possible. Selon ses calculs, Pfizer a une multitude de filiales dans des pays européens à faible taux d'imposition. 16 structures au Luxembourg, 17 en Irlande, 40 aux Pays-Bas, seulement 6 en France. En octobre dernier, la police financière italienne a décidé, elle, de placer le laboratoire sous le coup d'une enquête. Elle le soupçonne d'avoir dissimulé au fisc italien au moins 1,2 milliard d'euros de bénéfices entre 2017 et 2019. Contacté sur tous ces points, Pfizer affirme se conformer aux lois fiscales des pays dans lesquels il exerce et payer tous ses impôts dus. À la fin de notre enquête, nous avions encore beaucoup de questions à poser à la direction de Pfizer France. Elle ne souhaitait toujours pas répondre face caméra. Nous nous sommes donc invités au séminaire annuel, au siège de l'UNESCO. Le directeur de... Le séminaire annuel de Pfizer, ils le font au siège de l'UNESCO. Oh, le niveau, putain. Tu sais, t'as un tel niveau de pouvoir que t'as un club échangiste, tu dis on s'en branle, de toute façon on est dans l'impunité totale, on va faire notre séminaire au Vatican, on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, tu vas me dire, c'est peut-être les mêmes là-bas aussi. Mais non, mais franchement, c'est bluffant. La communication vient à notre rencontre. Pfizer met toujours en avant sa volonté d'être transparent. Du coup, nous, on a des questions à poser. On aimerait aussi avoir en toute transparence les réponses. On a beaucoup de chapitres. On a le prix du vaccin, on a le contrat du vaccin, on a l'optimisation fiscale aussi que Pfizer a mis en place. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir avoir les réponses à ces questions. Que des sujets très intéressants. Absolument. Oui. Mais auxquels vous refusez de répondre dans une interview filmée. Dans une interview filmée, oui. Après 2 années records, Pfizer connaît depuis janvier une baisse de 30% de ses bénéfices à cause de la chute des ventes de vaccins. Alors là, on va avoir l'interview avec Monsieur Vaccin. Alors, petit débrief là-dessus sur le documentaire avant d'écouter Alain Fischer, hein. Le Monsieur Vaccin, rappelez-vous, parce que comme vous étiez d'affreux abrutis, on vous a agité sous le nez un Monsieur Vaccin. Voilà. Comme ça, tu as confiance, il y a Monsieur Vaccin. Alors, petit débrief, hein, dites dans le chat, bien sûr, tout ce que vous avez pensé de ce documentaire, ce que, voilà, les points positifs, les points négatifs, une analyse du travail documentaire de ce bordel. Rapidos, parce qu'on a déjà décortiqué pas mal de petits trucs. Merci à Spar l'étoile 33 qui vient de sub, merci beaucoup. Du 6e mois, magnifique. Alors, je sais qu'il y a des grognons qui vont me dire « Ouais, il déboule maintenant, complément d'enquête, c'est trop facile. » Ce à quoi j'ai envie de répondre « Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. » Disons que je suis partagé, quoi. Je suis partagé. D'un côté, oui, c'est sûr que mieux vaut tard que jamais, et que cela sorte, même si c'est emballé sous le coup de ouais, en fait, de poser ça comme une évidence, alors que une guerre, et je pèse mes mots, une guerre intellectuelle avait été menée contre ceux qui disaient déjà cela il y a quelques mois, voire quelques années. C'est facile. C'est facile, effectivement, de commencer à résister en 1946. C'est toujours la vieille allégorie. C'est un petit peu facile. Franchement, c'est un petit peu facile. Maintenant, ce qu'il faut quand même saluer, c'est là où je suis partagé, c'est que même si c'est facile, aujourd'hui, ce sont les seuls à le faire. Sur le service public et même dans d'autres médias privés. Donc, c'est là où j'ai pas envie en permanence de cracher dans la soupe. Il y a un effort qui est fait, qui est tardif, qui est facile, parce que tout a été dit et ça a coûté cher à ceux qui l'ont dit. Mais bon, complément d'enquête se mouille. Et se mouille, et pour l'instant, hein, le tribut qu'ils semblent en payer est quand même la suppression de leur compte Twitter. Je ne sais pas où on en est, ça. Hein. C'est arrivé ce matin. Hein. Le documentaire qu'on vient de regarder a été diffusé hier soir, donc le 4 mai, au moment où vous regardez cette vidéo. Le 5 mai au matin 2023,
le compte complément d'enquête Twitter a été supprimé. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, j'en sais rien. Hein. Moi, j'attends ce que va nous dire Rudi Reichstadt, Julien Pain et Captain America. Mais bon, le hasard semble cruel. Quand même. Le hasard semble cruel. Donc, c'est dire à quel point, même si c'est facile, même si c'est tardif, complément d'enquête tape juste. Et je pense qu'il faut vraiment porter intérêt à ce truc-là. Je vous avais dit qu'on le regarderait ensemble, et c'est pour ça que je tenais quand même, malgré les cordes vocales en bois, j'espère que c'est pas trop pénible à écouter, je tenais vraiment à le faire avec vous, à le regarder avec vous, parce que je pense qu'il faut quand même à la fois saluer l'effort. C'est le service public, hein. Complément d'enquête, c'est France 2. Hein. Quand même, hein, c'est dire. Donc, ça a été validé, le truc est diffusé, quoi. Donc, je trouve ça assez étonnant. Mais pour autant, il faut le regarder, parce que il y a quand même des trucs il y a des déclarations dans ce documentaire, on le disait sur la haut fonctionnaire, la madame de tout à l'heure, qui pète complètement la ligne qui est tenue depuis le début. Donc c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. C'est bluffant de voir ça. On verra vers quoi ça va amener, mais c'est très intéressant. On le redit, même si c'est tardif, même si c'est fastoche, eh ben, je trouve ça vraiment intéressant. Et quelque part, ça rassure, parce qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que, quand je dis on, voilà, nous tous, hein, spectateurs, du côté de YouTube, du côté de plein d'autres médias, je pense à le professeur Raoult, Idriss Aberkan, Perron, Orion Code, tous ces gens-là qui se sont mouillés et qui ont plus ou moins sorti ces dossiers-là bien avant. Alors, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir raison a priori? Ça, je sais pas. Donc, vous savez, même si effectivement les faits aujourd'hui semblent pencher du côté de la balance de ceux qui disaient attention et qui dénonçaient tout ça il y a déjà quelques mois, voire quelques années, je suis pas à l'aise avec la posture de dire on vous l'avait bien dit, tu vois, et de continuer à entretenir une sorte de conflit. Tant mieux. Voilà. Tant mieux que ces gens-là aient eu raison. Est-ce qu'il faut s'en targuer aujourd'hui, alors qu'au moment où ça sortait, les éléments étaient encore faibles? Qu'importe. En tout cas, les éléments sont là. Et complément d'enquête, nous, le valide. On finit cette émission avec l'interview de Monsieur Vaccin, Alain Fischer. Donc, j'ai pas encore vu, je le découvre avec vous. Mais là, je pense qu'on va être sur une petite session natation sans brassard. Et on est de retour à l'Académie des sciences avec vous, Alain Fischer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le monsieur vaccin du gouvernement pendant la pandémie. Vous étiez président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui n'existe plus aujourd'hui. Et vous êtes maintenant président de cette Académie des sciences. On a intitulé notre enquête « Qui a peur du grand méchant labo ?» Est-ce qu'on a des raisons de craindre Pfizer? Écoutez, le sentiment que me donne votre documentaire, sûrement bien informé, et le fait néanmoins d'apparaître comme une instruction à charge. Alors peut-être de la faute de Pfizer, parce qu'ils n'ont pas répondu. On aurait bien aimé les inviter, on leur a même proposé de venir dans les fauteuils rouges, ce qu'ils ont décliné. Je n'ai pas à commenter cet aspect des choses, bien évidemment. Il faut aussi dire que c'est un industriel de la pharmacie qui est professionnel, qui produit des dizaines de médicaments qui sont utilisés tous les jours en France et dans le monde pour traiter des cancers, des maladies infectieuses diverses, des maladies inflammatoires, etc. Et qu'ils ont produit un vaccin, je pense qu'on va en reparler, contre le SARS-CoV-2, qui a sauvé un très grand nombre de vies. Est-ce que vous avez été choqué par certaines révélations de notre enquête, notamment cette clause « L'administration des vaccins sera donc effectuée sous la seule responsabilité des États membres participants. Par conséquent, chaque État membre participant doit indemniser et dégager de toute responsabilité le contractant, c'est-à-dire Pfizer ». Vous trouvez ça normal, vous ? Les choses sont un peu plus compliquées que cela. Pfizer garde une responsabilité s'il s'avérait qu'il y ait quelque chose, une malfaçon sur ce vaccin. Et heureusement, ce n'est pas le cas. Là, on parle d'effets indésirables éventuels, ou réels maintenant, mais connus secondairement, parce qu'à risque très faible, donc qui ne pourraient pas être identifiés pendant les essais cliniques, malgré l'importance de ces essais cliniques. Mais s'il y a des indemnisations, c'est normal que ce ne soit pas Pfizer qui... Ça se discute, je dirais. Sur ce plan, ça se discute, même si on aurait plutôt envie de la part de Pfizer, compte tenu des bénéfices qu'ils ont fait par ailleurs, qu'ils expriment une certaine générosité.
Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à minimiser un petit peu l'existence d'effets indésirables? On va peut-être regarder le bilan officiel de la NSM. Alors, il y a eu énormément d'injections, plus de 156 millions, dont une immense majorité de vaccins Pfizer, et ont été remontés 193 098 cas potentiels d'effets indésirables. Alors, ce sont des événements remontés, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité, et un quart de cas graves, et pour certains, la myocardite ou l'hypertension artérielle, il y a en revanche un lien de causalité qui est désormais avéré. Est-ce que vous pensez que les gens qui se sont vaccinés étaient informés de ce risque, même s'il est infime, si on regarde les proportions? Il faut bien comprendre la signification de ces chiffres. Il y a un moment, on a vacciné presque 1 million de personnes par jour en France. Statistiquement, un certain nombre de ces personnes, dans les jours qui suivent, vont faire une embolie pulmonaire. Non pas parce qu'ils ont été vaccinés, parce que malheureusement, quoi qu'il arrive, c'est revenu, cette embolie pulmonaire serait survenue. Donc cette embolie pulmonaire, elle apparaît à juste titre dans ces données. Mais elle n'est pas pour autant liée au vaccin. On l'a fait remonter comme effet parce que secondaire potentiel, alors que ça n'y a pas forcément de lien. Coup de génie, coup de génie de ces explications qu'on a déjà entendues au beau milieu de la crise. C'est-à-dire que quand on parle des effets secondaires, il y a cet élément, c'est ce que dit Alain Fischer, de dire oui, mais en fait, l'embolie pulmonaire serait quand même arrivée. Par contre, si on tient ce raisonnement, rappelons quand même que par rapport au vaccin, rien ne prouve que c'est le vaccin qui a empêché les gens d'être malades. Peut-être que même sans le vaccin, les gens ne seraient pas tombés malades. Et c'est marrant parce que quand on dit ça marche pas. Non. Après, voilà, je suis pas pharmacien, donc je peux pas savoir. Venu le lendemain, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours après le vaccin, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être, je ne sais pas, une maladie avec des boutons, une éruption, comme on dit, ça peut être une complication neurologique, que sais-je, mais une crise d'asthme, enfin toutes les maladies possibles. Il faut bien comprendre que coïncidence ou concomitance, ça ne veut pas dire causalité. Et c'est toute la différence et qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on examine ces chiffres. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de minimiser un petit peu l'existence d'effets indésirables pour ne pas décourager les candidats à la vaccination? Écoutez, franchement, je ne crois pas, en tous les cas, de la part des autorités sanitaires, des gens qui ont eu à travailler sur cette question, des experts de la NSM qui étaient en première loge et qui n'avaient aucune raison de cacher quoi que ce soit. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien caché du tout. Tout est transparent. Dans le monde médical, non, non. Mais au niveau politique, peut-être, franchement, on va peut-être vous remontrer ces affiches qui, à l'époque, avaient été publiées par le ministère de la Santé. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Si vous avez des courbatures avec le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Bon, c'est pas dur, je ne dirais pas que cette communication est la meilleure du monde. Celle du haut, celle du bas. Oui, le vaccin a des effets désirables, je trouve excellente par contre. Parce qu'elle a des effets désirables, c'est de nous protéger contre une maladie grave. Ça, c'est très bien. L'affirmation sur les courbatures, je ne considérais pas que c'est de la très bonne communication, certes. Mais de là à dire que c'est d'une minimisation des effets indésirables, on sait très bien que le vaccin, et ça a été dit largement, dans les 24-48 heures qui suivent, peut donner de la fièvre, maux de tête, etc. Ça, c'est indéniable. Alors, concernant cette minimisation ou non des effets indésirables, on a vu au tout début de la vaccination beaucoup de femmes se plaindre de problèmes de troubles menstruels. Et à l'époque, chez nos confrères de BFM, à l'été 2021, vous aviez dit ceci. On entend aussi les femmes qui sont inquiètes de la perturbation de leur cycle menstruel et qui vont même plus loin. Elles se disent, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur ma fertilité? Il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. En tout cas, elles constatent qu'il y a une incidence sur leur cycle menstruel. Ça, c'est assez documenté ou pas? Non, ce n'est pas documenté. Qu'il y ait des variations de cycle menstruel chez les femmes, cela arrive. Il n'y a pas d'études montrant, voilà, chez les femmes vaccinées, il y a eu de telle ou telle variation. Non, il n'y a pas. Simplement, il n'y a pas. Alors, finalement, plus d'un an après cette interview, en octobre 2022, on a l'agence du médicament européenne qui a conclu que les saignements menstruels abondants pouvaient être considérés comme effets indésirables et qu'il a même fait rajouter à la notice de certains vaccins, dont le vaccin Pfizer. Alors, un tout petit peu de chronologie, si vous permettez. Ce moment de l'interview, ça date de l'été. Août 2021. Voilà. En août 2021, il n'y a pas de publications scientifiques qui font état de façon statistique de troubles menstruels. Donc, à l'époque, ce que je dis est juste. Ce qui est apparu progressivement, parce que ça prend un peu de temps aussi,
effectivement de recueillir des informations, c'est effectivement ce vaccin, d'ailleurs comme d'autres, c'est pas spécifique au vaccin contre le SARS-CoV-2, peut donner des troubles menstruels bénins. Voilà. Bon, une fois de plus, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à décortiquer. Je veux dire, une crevette pourrie, t'as rarement quelque chose à manger. Ce qui est fou dans la défense d'Alain Fischer, c'est que ces gens-là qui, pendant tout le Covid, ont rappelé l'importance du terrain. Vous savez, il faut aller sur le terrain, on a des remontées de terrain, on voit les gens, et faites-nous confiance, il faut vacciner, machin bidule. Ce qui est fou, c'est que, là encore, c'est l'argument qui sert que dans un sens, c'est que pour lui, vu qu'il n'y a pas d'études, ça n'existe pas. Alors là encore, rappelons une chose importante, c'est que les études ne se font pas gratuitement. Donc pour faire une étude, il faut avoir des fonds. Dans la médecine française, soit vous avez des fonds publics, soit vous avez des fonds privés, qui sont généralement liés à l'industrie pharmaceutique, liés à l'industrie médicale. Donc qui va financer ce genre d'études, en fait? Donc d'emblée, c'est un truc qu'il faut quand même rappeler, tout au long du Covid, c'était ça. Et ces gars-là vous disent, oui, mais en fait, il n'y a pas d'études, ça n'existe pas. Mais en fait, sur le terrain, il y a un moment donné, il y a des médecins généralistes qui reçoivent des femmes dans leur bureau et qui disent, les femmes témoignent, disent, on a des problèmes. Ah oui, mais il n'y a pas d'études, en fait. Donc, quelque part, vous avez un retard de 5 mois, vous n'êtes pas enceinte, mais il n'y a pas d'études. Donc, quelque part, vous n'existez pas, Madame Chomblard. Allez, dégagez, tu vois. Ça n'a aucun sens. Cet argument-là, sans être médecin, sans être un spécialiste de la médecine, intellectuellement, ne tient pas une seule seconde. Et pourtant, il l'utilise. Bon, on sent qu'il tremble un peu du museau, mais c'est comme ça. Mais est-ce que ça n'a pas pu participer à faire monter un petit peu le complotisme? C'est-à-dire quand on a des dizaines de milliers de femmes qui font remonter des problèmes de troubles menstruels, qu'on leur dit non mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, et qu'on apprend un an plus tard que finalement, oui, il peut y avoir des soucis de règles abondantes. Il n'y avait pas de données qui le suggéraient à l'époque. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Par ailleurs, quand même, permettez-moi de relativiser, je ne évidemment pas dire que cela est anodin, mais enfin, on ne parle pas de stérilité, on ne parle pas de fausse couche, on ne parle pas d'événements graves, on parle d'une gêne significative qui peut être très mal ressentie par certaines femmes, et encore une fois, qui rentre dans l'ordre rapidement, et que ceci, finalement, a posteriori, on s'est aperçu, avait pu être observé avec d'autres vaccins. Sur Pfizer, vous pensez quoi de cette autre information qui apparaît grisée sur le contrat publié sur le site de la Commission européenne, à savoir le prix du vaccin, 19,50 € quand on sait qu'il coûte un peu moins d'1 € à produire? C'est excessif? Mais là, on est dans une problématique qui dépasse largement Pfizer. Je préférais qu'il y ait une transparence. C'est sûr qu'aujourd'hui, mais c'est vrai pour les vaccins comme c'est vrai pour tous les médicaments nouveaux. Pour tous les médicaments à ce point-là, c'est-à-dire que moins d'1 € on le vend, 19,50 €. Sur le principe, on peut revenir sur la différence entre 1 et 20. La façon dont est constitué le prix est assez opaque. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a émis un vœu, mais qui était juste un vœu, qui n'a pas force de loi, il y a maintenant 2 ans, pour que les prix des médicaments en général soient rendus transparents. L'industrie pharmaceutique, que ce soit Pfizer ou les autres, ne le souhaitent pas parce qu'ils veulent protéger ce qui clairement ferait apparaître de façon plus évidente que leurs marges bénéficiaires sont larges. Je ne suis pas sûr que cela dit que la marge bénéficiaire soit 19 pour 1. Parce qu'à côté du coût de production, il y a quand même eu des coûts de développement qui sont assez importants. Et puis, il y a aussi des échecs qui coûtent de l'argent aux industriels. Mais que le bénéfice soit important, c'est sûr. Sur le cas particulier du vaccin anti-Covid, vous diriez qu'on l'a payé trop cher? Je pense que les prix auraient pu être plus bas. C'est quoi? C'est le talent de Pfizer, justement, d'arriver à vendre cher? C'est toute l'industrie. C'est la loi du genre de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Il y a des négociations qui sont complexes. Il s'est passé quelque chose de positif dans la critique que vous faites dans votre film. C'est que pour la première fois, le prix d'un médicament, en l'occurrence des vaccins, parce qu'il n'y a pas eu que celui de Pfizer, a été négocié non pas au niveau de chaque pays, mais au niveau de l'Union européenne. Il est évident que, vu la taille du marché européen, l'Union européenne, ensemble, a une capacité de négociation plus forte que chaque pays individuel. Et en même temps, on a payé hyper cher, donc le progrès, c'est quoi? C'est qu'on a tous payé plus cher? On l'a payé hyper cher, on l'a payé cher, c'est évident, mais probablement on l'a payé moins cher que les Américains ou les Israéliens. Est-ce qu'on a acheté trop de vaccins? Alors, ça c'est le genre de critique très facile à faire a posteriori. Mais j'essaye de répondre. La réponse, je n'en sais rien, c'était très difficile. Mais en fait, Monsieur Vaccin, il est au courant de quoi au départ? Parce que j'ai l'impression qu'il a autant de rapport avec le vaccin que moi avec le monde des pectoraux et des abdominaux, là. Il est sympa comme tout, hein, Alain Fischer, mais à chaque question, le coup de...
En vrai, faut voir. Là, tout de suite, je peux rien vous dire, mais enfin, c'est quoi son projet de vie? Il veut monter des franchises Subway dans tout l'Aveyron ou parce que il est sympa, hein, mais c'est Monsieur Vaccin, donc faut que tu emmènes des réponses quand même, hein. Le gouvernement t'a nommé pour tout ce qui est vaccin, c'est toi l'expert. Je veux dire. Comme quand tu vas chez Midas, quand on te dit bon, je ramène Eric, c'est le taulier sur tout ce qui est plaquettes de frein. Si le mec débarque et te dit ouais, votre scooter, effectivement, il y a un problème. Bah, connard, c'est un Picasso le truc. Ah oui, c'est vrai. Ça saute pas aux yeux. Bon, il est sympa, Fischer, mais bon, pas terrible quand même. De prédire a priori combien de doses il serait nécessaire par personne. Alors justement, on allait regarder les chiffres de l'agence officielle de l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. On s'est concentré uniquement sur le premier vaccin Pfizer, donc adapté à la première souche et a priori pas aux nouveaux variants. La France a acheté 136 millions de vaccins première génération Comirnaty et 110 millions de ces vaccins ont été administrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France se retrouve avec un peu plus de 26 millions de doses qui sont caduques, qu'on ne peut pas utiliser. D'une part, elles ne sont pas forcément caduques parce que le vaccin initial, même s'il est un peu moins bon que le vaccin dit bivalent utilisé aujourd'hui, il reste utile. Mais on ne l'utilise plus. Pas en priorité. Le point à faire remarquer, c'est qu'il est logique d'avoir recours à un meilleur vaccin puisqu'il existe. La médecine, les progrès de la recherche continuent et c'est une bonne chose. Et le point essentiel, c'est que, évidemment, la priorité, c'est la sécurité, c'est d'avoir assez de vaccins. Il était absolument impossible, a priori, de dire exactement combien de doses il faudrait. Donc il vaut mieux avoir un peu trop que pas assez. Mais la personne on va pas trouver 26 millions de personnes qui vont accepter d'avoir un vaccin qui est un peu moins bon. Probablement des doses seront perdues. J'espère peut-être des doses pourront être redistribuées ailleurs dans le monde. On va les jeter, les détruire potentiellement aussi? Je ne sais pas exactement. J'espère encore une fois qu'un certain nombre pourront être utilisés plus tard. Parce que 26 millions x 19,50 €, on a plus de 500 millions. Oui, alors après, je crois savoir qu'il y a des négociations avec Pfizer ou avec les autres pour que ça ne coûte pas si cher que cela. Mais surtout, je répète que la sécurité, avoir un peu plus, prime largement sur le fait de ce qui serait passé s'il avait manqué 26 millions de doses. Imaginez là la question que vous m'auriez posée. La morale de l'histoire, finalement, c'est pas que dans une crise sanitaire comme celle que nous avons vécue, les labos sont plus forts que les États, sont en position de force et qu'on est obligé... C'est pas la seule leçon que je tirerais. La première leçon que je tirerais, c'est que face à une crise sanitaire extrêmement grave, il y a eu une mobilisation scientifique, médicale, technologique, industrielle et politique, au moins dans certains endroits, qui a permis, dans un temps record, d'obtenir des produits qui ont sauvé des millions de vies. C'est la leçon numéro 1. Ensuite, il y a ce que vous dites, mais je le mets quand même en second, c'est le fait que, évidemment, l'industrie, dans le système économique qui est le nôtre, en a bénéficié largement et que, malheureusement, cela n'a pas bénéficié à toute l'humanité, mais seulement aux pays les plus riches. Le ministre de la Santé a annoncé dimanche dernier la réintégration des soignants non vaccinés. C'est une bonne idée ? Je ne suis pas tout à fait sûr que je le suive sur cette idée. Il commet une erreur, le ministre de la Santé ? Je pense que vous voulez me pousser à tout prix et prendre des positions tranchées qu'on pourra bien reprendre ensuite. Personnellement, Non, Alain, on cherche à te pousser à juste avoir des positions, en fait. Trancher, pas tant que ça, mais c'est juste que depuis tout à l'heure, cette longue litanie de n'importe quoi, on veut même pas te pousser, Alain. L'idée, c'est que t'es monsieur vaccin, faut parler vaccin. Hein. Parce que sinon, si on est là pour parler rugby, j'aime beaucoup le top 14, mais ton avis, je m'en branle. Hein. C'est pas un terme médical, je sais pas comment dire en latin. Mais branloum, peut-être, mais attention, Alain, en fait, on s'en fout. Hein, attention. J'aurais préféré qu'on reste sur une attitude, entre guillemets, pure et dure, mais c'est plus facile pour moi, qui ne suis pas en position de responsabilité. Donc il commet une erreur. je vous dis les choses comme je le pense. Ça doit être quelque chose, la pensée d'un officiel. La notion d'exemplarité, je pense, nous, j'en fais partie, nous, professionnels de santé, nous devons être exemplaires pour protéger les patients que nous prenons en charge. Eh bien, merci beaucoup Alain Fischer d'avoir accepté cette invitation. Voilà, on arrive au bout de cette salade, alors que du plaisir encore ce documentaire. Bon, le journaliste taquine, hein, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Hein. Il pourrait être un petit peu plus dur parce que il manque quand même une question. Le documentaire fait 40 minutes dessus et il pose pas la question. C'est fâcheux, mais il pourrait quand même juste lui dire au fait, avoir choisi Pfizer qui est multi-condamné, qui est récidiviste et tout ça,
Est-ce qu'on confie les clés d'un camion à Gilbert Montagnier, en fait? C'est juste pour savoir, en termes d'exemplarité, comment on fait. La question n'a pas été posée. C'est pas évident, hein. En même temps, voilà. Mais bon, faut pas cracher dans la soupe. Il a fait un peu le boulot, mais c'est vrai que c'est tristouné, hein. Là, tu fais ton documentaire pendant 40 minutes à nous expliquer ça, et tu poses pas la question, quoi. C'est la tuile, quoi. Mais bon, voilà, les amis, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette histoire. J'avais dit, voilà, que je finissais à 16h, il est 16h pétante. Voilà, c'est complètement fou. J'espère que ça vous a plu, voilà, qu'on regarde. Vraiment, là, on a fait du react, hein. Pareil que sur Twitch, ça se fait. Faut regarder des trucs, on commente, on machin, on bricole et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment pour voir ce documentaire de complément d'enquête. On va en reparler de toute façon la semaine prochaine, on l'espère, avec un petit peu plus d'octave, une meilleure gestion vocale qui me permettra de refaire François Cluzet à nouveau, et ça c'est le plus important. Donc voilà les amis, direction le bistrot, on perd pas le nord quand même. Merci à vous d'avoir été là, merci pour cette semaine de fou. On a encore vécu une belle semaine, je vous le dis, avec le 100e épisode de La Farce Tranquille, et tutti quanti. Et ce que je vous dis, c'est également 18h. 18h, rendez-vous. Soyez là pour la vidéo sur le dubitationnisme. Alors là, ça y est, c'est le nouveau, vraiment, c'est le nouveau réacteur de pensée de Juste Milieu, cette notion de dubitationnisme. Vous allez voir, on en parle sur Juste Milieu à 18h ce soir. Et en gros, je vous tease un peu la chose. On a tous connu cette situation où il y a quelqu'un qui vient vous faire chier en disant « Oui, toi, t'es complotiste et tout ». Et en fait, vous allez pouvoir leur rabattre leur caquer avec une réflexion. Même les fact-checkers, on peut les mettre à l'amende. Ouais, on vient d'inventer quelque chose. À mon avis, on a inventé la roue avec ce truc-là. Je vous en dis pas plus, c'est sérieux, hein. C'est une vidéo sérieuse. Ça parle philosophie et tout, vous allez voir. Mais ça vous donnera une cartouche parfaite pour faire fermer des gueules, comme on dit. Et si jamais c'est la castagne, il n'y a rien. On n'a pas de voix, mais on a des biceps. Ça, c'est important. Donc, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi nombreux. On se retrouve lundi prochain. Alors, il y a un petit décalage. Il devait y avoir une vidéo mange tes archives dimanche. Ça sortira finalement lundi. Parce que là, c'est insupportable. Donc, lundi, une vidéo folle sur Stéphane Manigold. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Rendez-vous lundi, en plein gaz. Ce sera sur le Juste Bistrot également à 16h45. Passez un bon week-end. Je vous embrasse. Allez, Toulouse contre Bordeaux-Bègles. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bisous. Vive la rigolade. Vive la France. Voilà, c'est fini.